c'est un monologue que j'ai joué avant de l'écrire. Il y a beaucoup de moments où j'écris, en revanche, où j'ai des envies d'écrire au milieu de la nuit. Ça sortait, et moi j'ai beaucoup de facilité à écrire. Après, ce qu'il faut, c'est élaguer. Ce qui est marrant, c'est que je trouve ça toujours génial au moment où je l'écris. Ouais. Et le lendemain, pas du tout. Bienvenue sur La Plume, le podcast sur l'écriture et la créativité. Pas l'écriture parfaite, l'écriture vivante. Celle qui démarre dans un carnet, dans un rêve, dans un vertige ou une urgence. Je suis Laurence Vessière, actrice, autrice. Et dans chaque épisode, je reçois quelqu'un qui a suivi sa plume jusqu'au bout. Aujourd'hui, je reçois Laure Schmitz, comédienne, autrice et cavalière. On parle de comment le confinement l'a forcée à écrire, du confort inattendu de travailler avec une dramaturge, des idées qui arrivent la nuit et du grand déclencheur de tout ça, qui fut, je cite, le départ de sa chatte, après des périodes intenses de vie. Je vous laisse découvrir. Elle nous dit aussi ce qu'elle a retenu de Stephen King sur le rejet et comment elle a décroché la bourse de l'Adami. En gros, comment on construit une vie d'autrice quand la vie vous bouscule. Bonne écoute avec Laure Schmitz. Salut Laure Schmitz. Bonjour Laurence. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis trop contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour papoter autour de l'écriture et de la créativité. Eh ben moi aussi. Ravie. Donc tu es comédienne, tu es autrice, parmi d'autres métiers. Est-ce que tu as d'autres métiers? Oui, je suis aussi coach en anglais. Ok. Donc je fais du coaching pour les prépas aux examens, ce genre de choses, et puis la remise à niveau. Donc voilà, on va dire un aside par rapport à mon activité artistique qui est en effet actrice, autrice, et aussi je fais de la voix off, anglais-français du coup. Ok. Et donc je dois prévenir aussi que comme ta mère est américaine, eh ben, tu as des fois quelques anglicismes. Voilà. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver, du coup, on prévient les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que tu peux avoir quelques anglicismes quand tu parles. Voilà, à la Jean-Claude Van Damme. Alors, donc, quand est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours de manière générale? Qui es-tu et en particulier par rapport à l'écriture, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui? Très bien. Alors, mon parcours, j'ai commencé les cours de théâtre quand j'étais vraiment petite, vers 9 ans. Et ce qui m'a le plus plu, justement, dans le théâtre, je suis rentrée dans le théâtre par la création, même si, bon, à cette époque-là, c'était pas Pomera, hein, mais c'était de la création. On avait fait une première pièce de théâtre à 9 ans avec mes amis. On avait créé une version différente de La Famille Adams. Et on l'avait montée devant toute l'école primaire, du coup. Et donc, ce qui me plaisait le plus, c'était la création, tout ce qui est le jeu, mais aussi, on va dire, la globalité de la mise en scène, les costumes et bien sûr, l'histoire. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait écrire au départ? Parce que tu étais surtout comédienne et tu t'es mis ensuite à l'écriture ou comment c'est venu? L'écriture, elle a toujours été là, en filigrane, on va dire. C'était pas quelque chose où je m'étais dit... Parce que ça demande une certaine légitimité pour se dire « Ah, j'écris », ça fait un petit peu pompeux, ça peut paraître présomptueux. Alors, je me suis jamais dit ça, j'écrivais comme ça. Déjà, j'écrivais beaucoup de journaux intimes. Et j'ai écrit, je pense que vraiment pour la première fois, vraiment, je me suis dit que j'écrivais. C'était une pièce pour enfants que j'ai coécrite, qui s'appelle Les Lettres. Et je l'ai coécrite avec une amie comédienne, Fanny Pétel, et on l'a écrite pour jouer dedans, parce qu'on se crée des rôles. Très bien, ça c'est une très bonne raison de se mettre à écrire. Ouais. Même si moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'écriture romanesque. J'aime beaucoup ça, je lis beaucoup, donc j'avais toujours dans la tête peut-être d'écrire quelque chose, mais c'était très vague, un vague rêve. Parce que tu aimerais un jour écrire un roman? Oui, ouais. Enfin, peut-être que d'ailleurs tu es en train d'écrire Non, je ne suis pas en train, mais j'aimerais bien parce que c'est l'écriture qui me paraît la plus simple, parce que quelque chose dans l'écriture dramatique, je trouve, qui
qui est un peu un challenge, c'est vraiment de se dire j'écris et je laisse la place déjà à la metteuse en scène ou également au jeu. Et donc tout ne doit pas être écrit. Il y a beaucoup de choses qui doivent être laissées en suspens, donc il faut énormément élaguer. Alors que dans le roman, je pense qu'on peut plus s'étaler. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des descriptions. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le roman, qui n'existe pas dans le théâtre ou le scénario, c'est tout le chemin intérieur aussi. Exactement. Donc je trouve qu'en tant que comédienne, moi, ça me nourrit aussi beaucoup de lire des romans quand j'y arrive. Parce que c'est pas... j'aimerais prendre plus de temps pour lire. Mais c'est d'avoir aussi les chemins intérieurs de personnages. Je trouve que ça aide aussi à construire des personnages qu'après on va jouer sur scène. Même si on ne fait pas l'adaptation de ce livre-là, mais de lire différentes psychologies intérieures de personnages, je trouve que ça nourrit énormément l'imaginaire de ma comédienne. Non, je suis d'accord. Et moi, j'aime beaucoup cette espèce de stream of consciousness. On suit le cheminement de chaque personnage. Et je trouve que c'est d'ailleurs vraiment quelque chose que j'admire, de réussir à se mettre dans la peau de gens qui sont éloignés de nous. Je trouve ça... Et d'avoir la façon de penser qui est vraiment littéralement opposée, qui peut être vraiment différente. Un peu comme le comédien incarne, mais c'est déjà écrit. Il va remplir les trous, alors que là, l'auteuriste va être plutôt toute la création. Ouais. Alors, j'avais quelques questions pour toi. Donc, je vais prendre mon cahier. C'est vrai que je n'ai pas raconté comment nous, on se connaît. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés. En fait, on a fait partie d'un training d'actrices, qui a lieu toutes les semaines. Alors maintenant, moi, j'y suis plus. Et dernièrement, toi, tu n'y es plus non plus, voilà. ensemble. Moi, je suis restée 6 ans. Ouais. Qui est le training des frigos, qui est tenu par James Joint, qui est donc un coach. Et en fait, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un training d'actrice, c'est que toutes les semaines, quand on est professionnel, on a besoin de faire nos gammes, d'aller éprouver un peu nos émotions, de s'échauffer, pourquoi pas présenter des extraits de choses qu'on écrit ou travailler des textes qui sont écrits par d'autres personnes. Et donc, suite à cette rencontre, on a ensuite été sur un projet ensemble où on est allé jouer en Norvège, dans un cabaret, chanter, jouer en anglais et danser. Et ça, c'était un peu le moment professionnel qu'on a partagé, il me semble, le plus glorieux, le plus haut. Et on est voisines. On est voisines. Et aussi, j'ai participé au Champagne Cabaret Club. Tout à fait, oui. Également. Absolument. Donc, tu es venue jouer un extrait de ta pièce. Voilà, ça s'appelle Chute. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pièce ? Oui, bien sûr. Ma pièce, j'ai toujours du mal à la pitcher parce que c'est d'une autofiction déjà. Et donc ça parle du parcours d'une femme qui va traverser des chutes, comme son nom l'indique, et qui va, via son parcours dans l'équitation, puisqu'elle est cavalière, réussir on va dire, à s'émanciper de tous ces carcans pour devenir autre, parce qu'à chaque chute, on change. Et comment, en gros, c'est comment on reste debout malgré tout ça, et comment on remonte en selle. Voilà. Super. Donc vivement la sortie de cette pièce sur scène. Donc là, nous, on se voit par rapport à l'écriture. C'est quoi tes habitudes, tes rituels ? Est-ce que tu en as déjà ? Et comment est-ce que tu te mets à écrire ? Est-ce que tu es très ritualisée ou est-ce que c'est un peu à la one again ? Deuxième option. Alors, c'est marrant parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur l'écriture, notamment Bookmakers, sur Arte Radio, qui est très intéressant, de Richard Guettet. Et j'entends à chaque fois les écrivaines qui parlent il y en a qui sont du soir, d'autres du matin. Et moi, je n'ai pas vraiment de rituel parce que peut-être aussi ces personnes-là sont dans une écriture constante. Et moi, je n'ai pas ritualisé quotidiennement l'écriture parce que j'ai aussi le boulot de comédienne et aussi les cours. Donc, je vais dire que dans la phase par exemple pour Chute, la phase de création, on
j'ai surtout travaillé pendant le confinement. Et Claire Olivier, qui est comédienne et sur ce projet, elle est dramaturge et metteuse en scène, m'a beaucoup aidée à cadrer les choses. Donc moi, j'écrivais beaucoup. Donc, par exemple, pendant le confinement, c'était vraiment la période où je me suis autorisée, on va dire, à prendre tout ce temps. Donc j'avais un petit rituel quand même à ce moment-là. Le matin, j'écrivais les pages du matin, donc écriture automatique pendant une demi-heure, une heure, je sais pas, que je relisais pas forcément, une espèce de vidangeage. Ouais. Et l'après-midi, j'allais plutôt sur le projet et je travaillais des morceaux, qui faisaient pas forcément sens avec l'ensemble. Puis ça, c'est plutôt Claire qui a réussi à agencer pour que ça fasse sens. C'était donc vraiment une écriture plus... ça sortait, et moi j'ai beaucoup de facilité à écrire. Après, ce qu'il faut, c'est élaguer. Ouais. C'est ça qui est le plus dur. Donc j'écrivais beaucoup. En fait, le fait d'écrire le matin me permettait de me lancer après, l'après-midi, c'était plus simple. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les pages du matin, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ? Alors, c'est une sorte d'écriture automatique, c'est-à-dire qu'on écrit sans réfléchir, sans se juger surtout, et donc sans forcément se relire. Et avec tout ce qu'on a dans la tête, pour une sorte de se vider de tout ça, de ce qu'on a dans la tête, une sorte de méditation écrite, voilà. Ouais. Méditation active. Exactement. Mm-hmm. Et ça permet, je trouve, de prendre un pli déjà, une habitude, ouais. Et après de se concentrer sur... moi, l'après-midi, ça me permettait de me concentrer sur certains sujets. Donc, l'histoire fictionnée, mon histoire fictionnée, finalement. Ouais. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant avec les pages du matin, parce que mon invité précédent en parlait aussi, donc c'est quand même un exercice que beaucoup d'artistes font, je trouve. Autour de moi, en tout cas. Ouais. Et moi aussi, je l'ai fait. Et moi, j'aime bien les faire le soir. Justement pour un peu clôturer la journée. Je vois la pertinence de le faire le matin, mais il se trouve que le matin, j'ai jamais le temps. Et à chaque fois, j'avais ma petite case. Tu sais, des fois, je fais des petites listes avec des cases à cocher, dire alors, est-ce que j'ai médité ? Tu sais, on appelait ça les trackers à un moment. Je sais pas si c'est toujours la mode de ça, okay. Mais de faire la méditation, marcher 10 000 pas par jour. Puis après, bon... la vie prend le dessus, tu sais. J'aimerais être cette femme-là qui fait tous ces petits trucs qu'on est censé faire. Et donc, je culpabilisais de me dire « Ah, mais j'ai pas réussi à faire les pages du matin, j'ai pas réussi. » Et en fait, le soir, finalement, j'arrive mieux à les faire. Et puis, du coup, dans la nuit, il se passe des choses. Et des fois, j'ai des réponses. Des fois, je pose des questions. Et des fois, j'ai des réponses par rapport à mon écriture. Ah, génial. Donc ça pour dire que les pages du matin, si vous ne les faites pas le matin, c'est pas grave, faites-les quand vous pouvez les faire. C'est 3 pages tous les jours, idéalement. Ah oui, 3 pages. Et puis voilà, quel que soit le cahier que vous avez, ça peut être un petit cahier, un gros cahier. Mais c'est à l'écrit, c'est vrai que c'était à l'écrit, à la main. À la main. Et ça vient de Julia Cameron, de son livre « Libérez votre créativité ». Tout à fait. Si vous voulez avoir des détails sur ça. Et je me permets de rajouter quelque chose. Moi, je sais aussi qu'il y a beaucoup de moments où j'écris, en revanche, où j'ai des envies d'écrire au milieu de la nuit. Donc ça va être... au milieu. Parce que comme je me couche tard, ça fait vite au milieu de la nuit. C'est quoi C'est genre vers 2-3 heures du matin. Ça, tu te couches vers 2-3 heures Je me couche vers entre 1 et 3 heures. Et si je commence à écrire vers 1h30, 2 heures, ça peut finir plus tard. Okay. Et c'est vrai que c'est souvent là où j'ai envie... Mais je suis partagée entre... Je suis fatiguée, donc j'ai de la flemme. Et en même temps, j'ai des idées et j'ai envie d'écrire. Et parfois, j'ai plus envie de... j'ai envie d'écrire, mais je lis parce que c'est plus reposant. Ouais. Mais j'ai souvent des fulgurances la nuit. Donc, j'écris. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve ça toujours génial au moment où je l'écris. Ouais. Et le lendemain, pas du tout. Et est-ce que tu essayes des fois, si tu as la flemme, si tu vois que tu es trop fatiguée, de t'enregistrer sur ton dictaphone ? Oui, j'ai déjà fait ça. Ok, ça marche ? Je trouve ça moins pratique. Alors, il y a des idées qui restent, mais en tout cas pour l'écriture, je veux dire en termes de style, ça marche pas parce que le temps de dire... le temps d'écrire n'est pas le même que le temps de dire. Donc, il y a des choses qui se
perdent, il y a le flow ne marche pas forcément. Mais en revanche, si on a des idées, oui, ça a pu m'arriver, notamment quand j'écrivais aussi, également pendant le confinement, j'écrivais des petites, sorte de, je dis web-série, mais en fait c'est Insta-série, je ne sais pas comment on dit, où je faisais une coach de vie, et donc là j'avais des idées, et je me dis, ah tiens, je vais la noter, enfin je vais pas la noter, je vais l'enregistrer. Et donc ça, c'était des idées, et ça me permettait d'écrire le lendemain le sketch du jour. Ouais, moi je trouve qu'après, une fois que tu ouvres une porte de créativité, au démarrage ça peut être long, et après t'as un flow, t'as plein d'idées, surtout autour d'un personnage. Parce que moi aussi j'ai écrit plusieurs web-séries, et à chaque fois je peux aller me balader, j'ai des impros, et puis d'un coup je me rends compte que je suis en train de parler à voix haute dans mon personnage, et du coup là je prends mon dictaphone et j'enregistre. Et après, tous les jours, t'es un peu dans la peau de ce personnage, et tu te dis, tiens, comment va réagir ce personnage quand elle fait les courses, et quand elle fait son footing, et quand elle quand elle cuisine, etc., etc. Et après, c'est une sorte de puits sans fond où tu peux continuer de développer un personnage. Je trouve que c'est ça que l'avantage des web-séries ou Insta-séries, c'est que comme c'est un concept déclinable, bah en fait, ça peut être sans fin, quoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire à tenir, quoi. C'est plus des situations les unes après les autres. Ouais, voilà. Et donc, en tout cas, pour les idées, je trouve que ça marche bien, cette histoire de dictaphone. Et après, c'est vrai que ça m'a rappelé en t'écoutant que le premier, on va dire, le premier monologue liminaire de ma pièce, je l'ai écrit... le monologue liminaire Liminaire. Le début, en gros, de la pièce. Le premier monologue, c'est un monologue que j'ai joué avant de l'écrire. Et donc, j'avais envie de le parler. Et après, je me suis filmée, et après, je l'ai écrit. D'accord. Mais tu l'as joué sur scène? Non, je l'ai joué face à mon canapé. Ok, d'accord. Donc, tout d'un coup, l'idée t'est venue, ou t'étais en train de réfléchir à dire, tiens, par quoi je pourrais commencer? Il y a ça qui t'est venu, ou c'est venu comme ça? Non, c'est venu comme ça, quand ma chatte est partie. Parce que c'est ça que le déclencheur de tout, c'est que ma chatte m'a quittée. Et je me suis dit, c'est un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est vraiment le pompon. Et quand on est au fond du gouffre, là... Ouais. Parce qu'il y avait d'autres éléments. D'autres difficultés en même temps. Et la chatte, ça a été le déclencheur. Donc, ça veut dire que quand même, les idées, elles étaient là. C'est-à-dire que t'étais déjà dans l'optique d'écrire, et... Le process avait commencé un peu dans ta tête, ou... Pas forcément, non. En fait, quand j'ai perdu ma sœur, je me suis dit que j'avais envie d'écrire sur elle. Ça, c'était quelque chose d'important. Et d'ailleurs, je l'ai dit au mec avec qui j'étais à l'époque, et il m'a dit, il faut que tu le fasses, etc. Il m'encourageait. Et j'ai perdu ce mec-là. Dans la même année? 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Voilà. En tout cas, très proches décès. C'est ça. Sur 2 ans. C'est ça. Et je me suis dit, il faut aussi que j'en fasse quelque chose. Je ne savais pas comment déjà relier ces 2 deuils. Et puis après, il y a la chatte. Et ça, la chatte, c'était trop. C'était trop. C'était too much. Heureusement, elle est revenue. Ouais. Tes inspirations, de manière générale, dans la vie par rapport à ta créativité, est-ce que tu as des images, des films, des livres, des personnes qui t'inspirent? Alors, je trouve que pour l'écriture, donc comme je disais, le podcast Bookmakers m'inspire énormément. Okay. J'adore écouter comment les autres écrivent. Donc, je salue ton podcast parce que je trouve ça hyper intéressant. Et puis parce que c'est pas souvent qu'on entend le processus de création des auteurices. Ouais. Donc, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a pas mal porté. Est-ce qu'il y a un épisode en particulier que tu recommanderais si on veut commencer à écouter ce podcast? Peut-être Maria Pourchet. Je sais que les épisodes du début m'ont beaucoup marqué. Est-ce que c'est... Ouais, je ne sais pas en particulier. Peut-être, ouais, je dirais Maria Pourchet. Maria Pourchet. Parce que j'aime beaucoup cette autrice. Il y avait aussi...
Ah mince, je pourrais pas Bon, dire là, ouais. on va commencer par Marion Pourchet, et puis après on sera sur la page, et puis chacun ira écouter les gens qu'il aime. Oui, Alice Zeniter aussi, Ok. Zeniter, pardon. Et ouais, d'autres, exact. D'accord. Donc ce podcast, très inspirant. Et puis, comme je lis beaucoup, ça m'inspire énormément de lire, surtout des autrices. En ce moment, je lis principalement des autrices. Et parce que j'ai découvert que ma bibliothèque était principalement faite d'auteurs. Ouais. Donc j'ai essayé d'ouvrir un peu. Et j'aime beaucoup Lola Lafont, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Donc la lecture, les podcasts, et même aussi d'autres podcasts qui sont sur... Ça peut être sur mon sujet ou le sujet de l'idée d'après, enfin la pièce d'après. Pour moi, ça va être une pièce sur la maladie mentale et donc potentiellement la schizophrénie et la façon dont on perçoit la folie, la place du fou. Mm-hmm. Donc par exemple, je suis allée voir l'expo du fou, Le Fou, je crois que ça s'appelait, au Louvre, qui est vraiment les figures du fou, voilà, passionnante. Bon, mm-hmm. elle est passée maintenant. Ah bah alors. Mais en tout cas, je veux dire que c'est un ensemble de choses. C'est sur un sujet et après, c'est une espèce de, comment dire, évanescence. Non, pas du tout évanescence, mais ça sonne pareil. Ouais, arborescence. Arborescence, oui. C'est le mot. Ouais. Une arborescence de différents arts qui se croisent sur le même thème. Ouais. Et donc, les films, évidemment, et les séries, voilà, m'inspirent beaucoup. Oui, c'était ça ta question. Oui, c'est quoi voilà, quelles sont tes sources d'inspiration et alors c'est pareil, est-ce que tu aurais une série en particulier? Alors en fait là, si je comprends bien, là tu parles de séries là qui pourraient t'inspirer autour d'un sujet. Oui, souvent c'est autour d'un sujet. D'un sujet. Donc d'un coup tu as un sujet et puis tu aimes bien t'intéresser expo, ciné, série autour de ce sujet-là et livres et tout ça. Tu vas faire pas mal de recherches finalement. L'air de rien. C'est ça, l'air de rien. Et ça c'est important. L'air de rien parce que je me dis pas, tiens, il n'y a pas un côté studieux, de tout faire, de tout. Pour l'instant, en tout cas, par exemple pour le prochain projet, je suis en train de lire. J'ai lu récemment Mon nom est Elisabeth, passionnant d'Adèle Lyon, sur une enquête sur son arrière-grand-mère qui était schizophrène, qui s'est fait enfermer en hôpital psychiatrique pendant 17 ans. Et donc ça va être ce fil rouge de, par exemple, ce livre, la série Empathie, que j'ai adorée, comme beaucoup de gens, qui parle de l'hôpital psychiatrique. Donc puis je vais écouter des podcasts sur le sujet. Notamment, je recommande les fantômes de l'hystérie, c'est une série de podcasts sur France Culture, et qui parle de ces femmes qui se font enfermer pour être déviantes à la norme, mais qui ne sont pas du tout forcément folles. Donc ça va être un ensemble de choses. Alors moi, je n'ai pas encore écouté, mais il y a le podcast Folie douce de Lorraine Bastide, aussi sur la santé mentale. Mais comme je n'ai pas encore écouté, mais je sais que apparemment c'est le sujet. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as reçu comme conseil ? Est-ce que tu aurais un conseil qu'on t'a donné par rapport à l'écriture, la créativité ? Oui, alors... Qui t'a parlé ? Dans l'écriture même, c'est le conseil qui m'est le plus précieux, on va dire, c'était « Kill your darlings ». Ok. Donc, pour expliquer, c'est quand on a soit un passage, soit un personnage, soit une scène qui va être... auquel on tient particulièrement parce qu'on va avoir, soit on a passé du temps pour la créer, ou parce qu'on a investi quelque chose dedans et qu'on trouve spécialement intéressant, et il va falloir le ou la sacrifier pour faire avancer l'histoire, parce que ça n'apporte rien à l'histoire, donc il va falloir la zigouiller. Ouais. Et ça, c'est très dur. Ouais, ça, c'est très dur. Et tu arrives bien à le faire ? Non. Ouais. Je crois moi en français, on m'avait donné l'expression tuer ces petits chatons. Ah ok, ces petits chatons. Ouais. Ben, en fait, c'est la même idée, quoi. Mais je sais pas si c'est la traduction. D'accord. Exact.
En tout cas, je trouve ça très utile et c'est le travail, je pense que Claire Olivier a fait pas mal sur ma pièce, c'était de voir ce qui ne cadrait pas dans l'histoire. Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai écrit, j'avais déjà plusieurs histoires en tête, dont l'histoire d'après. Enfin, l'histoire après qui sera après, mais qui pouvait être en même temps. Et donc, il fallait qu'on se concentre sur une pièce, sur une histoire, un fil, on va dire. Et Claire a vraiment joué ce rôle d'élagage, de direction et d'ordre. Et donc, je trouve ça très précieux aussi d'avoir quelqu'un qui avec soi sur le projet, d'avoir qui nous guide, qui voit the big picture et qui permet d'avoir cet œil-là, quoi. Donc c'est vrai que le Kill Your Darlings, j'arrive mieux maintenant. Il faut se dire que c'est vraiment pour le bien de l'ensemble. Oui, oui, oui. Et il y a une autre façon de voir ça, c'est par exemple sur scène. Enfin, en l'occurrence, quand on écrit pour le théâtre, on voit tout de suite une scène qui est inutile ou qui ne marche pas. Enfin, tout de suite. On voit que ça... Par exemple, d'une sortie de résidence à l'autre, on avait coupé un morceau, on avait vu que ça ne manquait pas. Même si, bon, moi j'aimais bien ce morceau. Oui. Mais après, des fois, c'est des morceaux où on peut ressortir des années plus tard, autre part, autrement. C'est jamais foutu. Ou sinon, perdu, tant pis, c'était comme ça. Mais c'est vrai qu'un projet clair, net, précis, qui suit une ligne directrice, c'est très agréable en tant que spectateur de dire « Ah ben... » Voilà, là, ça ne va pas dans tous les sens et de se laisser porter et sans réfléchir. Et quel est le conseil que toi, tu pourrais donner ? Alors, le conseil que je donnerais, c'est qui m'a à la fois été donné par une des autrices de Bookmaker et aussi par Claire Olivier, donc c'était avec qui je travaille, donc je répète, c'est d'écrire en parallèle de la pièce ou du roman, enfin, peu importe, le pourquoi du projet. Donc, c'est-à-dire, donc l'autrice, dont je ne me rappelle plus le nom, qui faisait ça, elle disait que parfois ce document était plus long que le projet lui-même, ce qui m'est à peu près arrivé aussi. C'est-à-dire pourquoi on écrit, qu'est-ce qu'on veut dire. Et un peu comme ça reste un peu du free writing, de l'écriture automatique, ce qui permet de décharger des choses qui sont trop, comment dire, qui viennent, en fait, qui viennent parasiter. Oui, exactement. Donc, qui viennent parasiter l'écriture parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de... et donc ça permet de dire, voilà, une espèce de psychothérapie de son œuvre, quoi. Et en parallèle... pour aider à clarifier un peu la ligne directrice. Vachement bon comme conseil. Alors, est-ce que tu fais partie de ces artistes, tout comme moi, qui de temps en temps a de la résistance à écrire? C'est-à-dire que tu te mets à la table et là, je ne sais pas pourquoi, ton cerveau a envie de faire plein d'autres choses que d'écrire, alors que tu sais que là, c'est le moment où tu dois écrire. Est-ce que tu connais cette sensation? Et qu'est-ce que tu fais pour te remettre à écrire ou pour relancer la machine ou pour dévier cette résistance? Alors, peut-être parce que je ne me force pas avec des plages horaires. J'ai pas trop ce truc-là. Cependant, moi, j'ai le truc inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours une tonne de choses à faire qui m'empêchent d'avoir une plage horaire. Je sais pas si c'est à peu près la même chose, mais en tout cas, j'ai tellement de trucs à faire que je ne trouve pas le temps d'écrire et je ne vais pas me fixer un moment. Alors que j'aimerais. C'est jamais ta priorité finalement. Oui, c'est jamais la priorité. C'est un peu la dernière roue du carrosse, quoi. C'est un peu s'il n'y a plus rien, il y a ça. Donc c'est pour ça que je pense que je m'autorise plus la nuit parce qu'il y a plus le téléphone, il n'y a plus de sollicitations et l'esprit est beaucoup plus libre. Alors qu'en journée, c'est vrai que c'est dur de se dire allez de tel moment à tel moment. Et puis le téléphone, je trouve ça tellement. Il faut vraiment le mettre dans une boîte fermée, quoi. C'est tellement il y a le réflexe de régulièrement, même si on l'a éteint, se dire ah oui, non, ben non. Non. Donc, il y a une question de discipline, de trouver le bon moment de la journée pour le faire. Est-ce que après le sport, avant le truc, je sais pas quoi,
c'est vrai que ça, c'est pas évident. Mais comme j'ai pas cette discipline, ouais. Voilà. Peut-être parce que tu n'as pas de commande non plus. Non, oui. Donc, Personne n'attend ouais. mon prochain bouquin. Mais yet, pas encore. Ouais, pas encore. Le cliché pour toi d'écriture qui n'est pas vrai? Alors ça, peut-être que l'écriture où il faudrait attendre que ce soit parfait. Je veux dire que les gens écrivent et que c'est dit tout de suite super, alors que pas du tout. Et c'est énormément de travail en fait. C'est pas simple, c'est pas tous les jours. Parfois on écrit de la merde pendant des jours et des jours. Puis, et donc c'est une question de, je dirais, le mythe que ce soit simple, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui ne sautent pas le pas de l'écriture, c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes et donc parce qu'ils se disent mais ce que je vais écrire ne va pas être parfait ou ne va pas être aussi bien qu'eux, parce que forcément... Oui, quand on lit quelque chose, c'est que c'est publié et c'est que le travail est terminé. C'est ça. Et oui, et que c'est terminé et que si on lit, enfin sauf si on lit des auteurs qui sont plus ou moins connus, mais souvent si on lit des auteurs connus, reconnus, il y a le poids de cette... de la célébrité, de l'exemple, quoi. Ouais. À être à la hauteur. Donc, je dirais que pour l'écriture, en tout cas, c'est pas tous les jours bien, et puis c'est pas simple. Donc, il faut kill your idols aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Parce que se dire, je vais être dans la bibliothèque à côté de Hugo, faut assumer. Donc non, en fait, il y a aussi d'autres... Et aussi Laure Schmitz. Oui. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Alors oui, j'avais une série de questions à répondre de manière automatique, donc c'est vraiment rapid fires. Ok. Alors, écriture main ou écriture ordi? Les deux. Du soir ou du matin? Plutôt du soir. De la nuit même. Ouais. Dans un café ou chez toi? Chez moi. Manuel de méthodo ou conseil d'amis? Conseil d'amis. Ton envie avec ton prochain projet? C'est-à-dire? De quoi tu as envie pour ton prochain projet? J'ai envie d'une pièce qui puisse... Oh là là, waouh, il faut faire répondre vite. À la fois d'une pièce qui parle des femmes, de l'enfermement des femmes et de la maladie mentale. Et il y a beaucoup de choses dans mon prochain projet. Et j'ai pas encore fait le journal intime de ton pourquoi. Non. Ok. Ta plus grande fierté créative? Je dirais que c'est celle sur laquelle je suis, Chute. Chute, ouais. Elle est finie en termes d'écriture, mais on est en recherche de production pour la... Puis tu as une aide de la DAMI aussi. Oui, tout à fait. On pourra en reparler après. Ce que c'est pour s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est quand même un projet qui est aussi remarqué. Et ça fait toujours du bien. Le jour où tu t'es dit, je suis autrice, artiste? Je dirais plus artiste en premier. Le jour J, j'ai pas eu de fulgurance de dire aujourd'hui je le suis. Je pense que c'est un cheminement. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'était au training des frigos où on prend cette légitimité-là et de se dire, maintenant je décide de... Mais ça a été quand même un processus. Et puis en plus, il y a un exercice qu'on fait au training des frigos, c'est que tous les trimestres, on va chacun jouer quelque chose qu'on a écrit ou sinon on se met en danger. C'est-à-dire si c'est pas nous qui l'avons écrit, on va présenter quelque chose d'inédit pour le groupe dans un théâtre. Et à la fin, une fois qu'on a passé, on se met devant les autres, on prend une position de puissance et on donne son nom en entier avec tous les seconds prénoms, etc. Et on dit « et je suis une artiste ». Et ça, je trouve que ça aide aussi de le dire et après tout le monde nous applaudit. Et si on le dit pas bien en disant « je suis une artiste », non, tu refais, tu reprends. Si on recule, on le refait, voilà, on le refait jusqu'à ce que ce soit assumé. Et voilà, c'est vrai que assumé ça aide. Et en étant rayonnant. D'ailleurs, je peux me permettre, il y a Kate Winslet qui avait mis un petit reel aussi comme ça qui disait, je pense non, c'était un autre où elle se démaquillait, mais celui où elle disait face caméra, I'm worth it.
Et elle dit ça fait du bien de le dire. De dire, pas d'attendre justement qu'on ait une espèce de validation extérieure. Ouais. Exactement. Ouais. Les personnes indispensables à ta réussite. Alors pour chute, clairement c'est clair. Clairement c'est clair. Et pour la vie en général, il y a eu plein de gens. Enfin, je pense que on réussit pas seul, ça c'est sûr. Et enfin, on n'avance pas seul, parce que je ne considère pas avoir réussi, mais d'avancer dans son chemin d'artiste, c'est jamais seul. Et c'est ça qui est beau, c'est une espèce de comment dire, transmission, de fluide qui passe entre chaque personne, chaque artiste. Et ça permet, en tout cas quand on rencontre les bonnes personnes et qu'on s'entoure d'artistes, on va dire, amis dans le sens artiste-ami, et pas seulement juste amitié, avec qui on a des atomes crochus artistiques, et c'est là où je pense on peut grimper vraiment. Ok. Comment est-ce que tu célèbres tes succès ou tes joies ? Je fais pas forcément de célébration. Peut-être que je devrais en faire plus. En tout cas, ce que j'adore, c'est boire du champagne. Donc, peut-être que c'est ça ce que je fais de temps en temps. C'est bien de le faire. Ouais. Si tu devais donner un défi pour nos auditrices d'écriture, ce serait quoi pour qu'ils s'y mettent ? Je dirais de se fixer une routine, justement. Se fixer un horaire tous les jours qui convient, et surtout de pas... D'ailleurs, ça, c'est ce que je dis beaucoup aux étudiants, aux élèves que je coach, c'est-à-dire de ne pas se mettre une pression de on va travailler pendant 2 heures. Non, 20 minutes par jour suffit. C'est comme la méditation quand on commence. Il faut surtout pas se mettre... il faut pas monter les barres de l'obstacle. Il faut commencer petit. Laure est cavalière. Ok, merci beaucoup. Donc, on pourrait vous proposer de commencer par faire un week-end, déjà, un week-end ou une semaine. Une semaine, 20 minutes par jour, commencer à écrire n'importe quoi. Ouais. Alors, moi, j'aime bien donner le conseil de ne pas attendre que le décor soit parfait. Prenez n'importe quel cahier, n'importe quel stylo. Vous avez des feuilles de papier chez vous, vous avez des stylos chez vous. Pas besoin de dire « Alors d'abord, je vais aller acheter mon beau cahier de ça ». C'est vrai qu'on aime avoir des beaux carnets, des beaux stylos. Mais c'est une manière de reculer toujours. Ouais. Vous avez déjà ce qu'il faut chez vous, donc écrivez 20 minutes pendant la prochaine semaine et puis vous venez nous mettre dans les commentaires qu'est-ce qui est sorti de tout ça. C'est ça. N'allez pas décaper le four à la place. Voilà. Parce que ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Ouais. Alors, je voulais juste qu'on revienne sur cette histoire d'Adami, s'il y en a qui ne savent pas du coup ce que c'est quoi le tremplin Adami, le coup de cœur Adami, je sais plus. C'est la bourse Talent Déclencheur. Bourse Talent Déclencheur. Donc c'est pour des comédiens, comédiennes qui ont assez d'heures de droit. De droit à l'image via l'Adami, à qui on propose ce talent déclencheur. Donc, on soumet un dossier avec... et c'est une pièce dans laquelle... Donc, parce qu'il y a Adami théâtre, mais il y a aussi court-métrage. Donc, ça peut être aussi... D'accord. Je ne sais pas si c'est talent déclencheur pour le court-métrage. On ne sait pas, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix que toi, tu as eu. Voilà, en tout cas, le mien, c'était ça. Et il fallait que je joue dedans. Donc, autrice et comédienne. D'accord. Et je trouve que c'est super comme combo, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Oui. En tant que comédienne, on s'écrit nos rôles. Ouais. Bon, puis après, vous pourrez aller voir les détails de tout ça sur le site de l'Adami. Mais ça donne droit à quoi, finalement ? Alors, l'Adami déclencheur, c'est en trois parties. Donc, il y a une première partie qui est donnée automatiquement, donc une certaine somme pour la maquette et les sorties de résidence. Et ensuite, la deuxième palier, on va dire, il faut avoir 15 dates. Donc, on doit être programmé dans un théâtre pour 15 dates. Et là, on reçoit la première grosse partie de la bourse. Ouais. Donc, c'est l'aide à la création.
Et ensuite, une troisième partie qui est l'aide à la reprise. De nouveau, là, il faut, je pense, une dizaine ou une douzaine de dates. Et il y a de nouveau une aide. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. T'es venue avec des livres. Et oui. Alors, avec quoi t'es venue et pourquoi ? Pourquoi enfin non, avec quoi déjà, plus facile. C'est Elisabeth Gilbert, donc Comme par magie, là c'est sur la créativité. Oui. La créativité, je trouve que ça... Bon, elle est autrice, donc ça parle pas mal aussi, je pense, de l'écriture. Et c'est un bouquin que je voulais pas trop lire au début parce que je pensais que c'était un truc de self-help et je déteste ça. Ouais, développement personnel. Voilà, développement personnel. Elisabeth Gilbert, c'est celle qui avait écrit Mange, prie, aime. Tout à fait. Voilà, pour ceux qui... Et c'est une amie comédienne, Mélanie Père, qui m'a recommandé ce bouquin. Et j'ai vraiment renaclé, je l'ai lu et j'ai trouvé ça... alors, à défaut d'être bien écrit, mais ça c'est... En termes de style. Voilà. C'est surtout que ça donne pas mal de conseils, d'idées. Et je pense que ça casse aussi pas mal d'idées reçues sur l'écriture. Et surtout sur le... Il y a une idée qui m'est restée. Oui. C'est la... Tu l'as lu ? Oui, je l'ai lu. La petite fée de la muse. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand on a une idée, ça peut être la même idée qui circule chez quelqu'un d'autre et qui va émerger chez quelqu'un d'autre. On se dit oh, mais j'avais la même idée, mais l'autre l'a faite avant moi et d'une façon peut-être potentiellement différente. Ou pareil, c'est quand même assez, comment on dit, uncanny. C'est très étrange, quoi, comme fulgurance de la même idée qui peut émerger. C'est dans l'air du temps. Voilà. Et alors, elle l'explique plus comme une sorte de petite fée qui irait chuchoter des choses à l'oreille et on décide ou non de l'écouter. Et ça, je trouve ça très pertinent parce que c'est vrai qu'est-ce qu'on la chope au vol où on se dit non. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est que si nous, on ne chope pas cette idée, quelqu'un d'autre va la développer. Donc en fait, les idées ne nous appartiennent pas et donc c'est à nous de les choper et de les développer. Ou sinon, quelqu'un va s'en occuper. Exactement. Et je trouve que ça, c'est très juste de les retrouver chez Pierre Lemaître, donc, qui écrit Au revoir là-haut. Il écrit à la fin de sa trilogie, d'une de ses trilogies, dans les remerciements, qu'on n'écrit pas seul, en fait. On écrit nourri de l'écriture de tellement de maîtresses et maîtres qu'on doit, en fait, sûrement, on fait du... comment ça s'appelle, pas du plagiat, pas forcément du plagiat mot pour mot, mais en tout cas, les idées ou certaines tournures de phrases vont se retrouver parce qu'on est inspiré de tous et toutes. Donc c'est une espèce de circulation. Voilà. Moi, il y a un conseil qu'elle donne dans ce livre que j'aime bien, qui est sur voyez l'écriture comme une aventure amoureuse. C'est-à-dire que quand on a une aventure amoureuse, alors c'est peut-être très français de dire ça parce que on est connu pour nos ménages à trois et compagnie, mais en tout cas, quand tu as un élan amoureux pour quelqu'un, il se trouve que tu vas trouver le temps, l'énergie, en plus de ta journée, de tout ce que tu as à faire. Et puis tu vas prendre le temps en plus de t'habiller, de te faire bien, de te faire belle. Et donc, pour donner rendez-vous à l'écriture, de ne pas débouler les cheveux défaits et en jogging, mais de prendre le temps de s'habiller, de se maquiller un peu, de donner un rendez-vous aux muses de l'écriture et de voir ça, d'avoir son 5 à 7... pour écrire et voilà. Donc en réalité, moi je ne m'habille pas spécialement pour écrire parce que je trouve que c'est encore mettre une étape de me dire si en plus je dois bien m'habiller et machin et me maquiller, ce que je ne fais pas habituellement. En fait voilà. Donc mais j'ai quand même retenu ce truc de se dire rendez-vous amoureux et d'essayer de retrouver l'élan pour enrayer cette croyance limitante que l'écriture, c'est dur. C'est dur d'écrire. Et là, de dire, non, imagine que tu es amoureuse de ton projet, tu vas trouver le temps et l'énergie de le faire, même 5 minutes, même pour un petit baiser comme ça, dans un couloir. Attends, ça me fait penser parce que tu dis l'écriture, c'est dur, et c'est peut-être une des pensées... un des clichés. Des clichés. Et moi, j'ai dit que c'était l'inverse, finalement, que... Je pense que ce que je veux dire, c'est que on pense que pour certains, c'est facile.
et que pour nous c'est dur, ou quelque chose comme ça. Nous étant qui ? Nous étant pas les auteurs reconnus. Que pour les auteurs qui écrivent et qui peut-être qui vivent d'ailleurs de leur plume, c'est facile, et que pour d'autres ce serait plus difficile. Ouais. Et peut-être que c'est ça l'idée, c'est que c'est ni facile ou difficile, c'est que je veux dire, il y a des jours où c'est plus ou moins simple, mais qu'il n'y a pas certains qui ont quelque chose d'inné dans l'écriture. C'est beaucoup de travail. Peut-être, en tout cas. Mais si vous faites partie de ces gens-là, contactez-nous, dites-nous comment vous faites. C'est quoi ton deuxième livre ? Mon deuxième livre, c'est de Stephen King, Écriture, qui m'a été recommandé surtout par le podcast de... Non, pas par le podcast, c'est en direct, Richard Guettet qui m'a recommandé. Qui est donc celui qui fait le podcast. Le podcast Bookmakers sur Arte Radio. Et je trouve que c'est... Alors pour le coup, ça m'a vraiment passionnée de le lire parce que ça se lit très rapidement, très bien. J'arrive moins à retenir les conseils, mais il y a pas mal de conseils sur les adverbes, sur l'intrigue, et je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, ça me donne envie de le relire. Il y a des petits trucs que j'avais notés, tout ça. Et surtout, son parcours à lui, d'auteur à succès, d'avoir eu tellement de lettres de rejet. Il les épinglait au mur, lui, et il les regardait, et puis il en avait plein, des lettres de rejet. Et il continuait à écrire malgré tout. Donc, c'était vraiment une leçon de persévérance, Ouais, voilà. Ok. Tu voulais nous lire un extrait de quelque chose. C'était ça ta citation Oui, alors parce que j'ai pas de... Ta citation inspirante. Citation inspirante, voilà, c'est ça. Ça, c'est un truc un petit peu court, donc je vais plutôt prendre ça. C'est la dernière page. Je vous spoil comme ça. Donc la créativité est sacrée et elle n'est pas sacrée. Ce que nous créons a énormément d'importance et n'en a absolument aucune. Nous œuvrons dans la solitude et nous sommes accompagnés par des esprits. Nous sommes terrifiés et nous sommes courageux. L'art est une corvée épuisante et un merveilleux privilège. C'est seulement quand nous sommes dans l'état d'esprit le plus joueur que la divinité est enfin sérieuse avec nous. Faites de la place dans votre âme pour que ces paradoxes soient tous tout aussi vrais et je vous promets que vous pourrez faire n'importe quoi. Alors maintenant, calmez-vous et remettez-vous au travail. D'accord ? Les trésors cachés en vous espèrent que vous allez répondre oui. Voilà. Merci Laure Schmitz. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Instagram, vous pouvez me suivre Laure_Schmitz, donc comme ce qui est écrit sur le cul des camions, SCHMITZ. Génial. J'ai 2 choses pour toi. D'abord, pour te remercier, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, waouh, merci. Et que tu peux ouvrir. Je l'ouvre en direct, attention. J'ai l'impression que c'est un stylo, mais peut-être pas. On ne sait pas. C'est un crayon. Ah non, oui, c'est ça, un crayon. Ah, Love at First Sight. Trop bien. Merci, Laurence. C'est un petit crayon en forme de cœur. Ah, mais oui, j'avais pas vu, attends. Ouais. J'ai vu les cœurs au-dessus, mais... Ah, waouh. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit trop. Et dernière chose, voici le livre d'or de ce podcast. Si tu veux bien écrire un mot. Bien sûr. Et nous en aurons terminé. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci de m'avoir invitée. C'était passionnant. J'adore parler de tout ça. Bah, moi aussi. Donc, très bien. On vous attend pour que vous nous disiez ce que ça a donné votre semaine d'écriture à 20 minutes par jour. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à Laure d'avoir partagé ses nuits, ses doutes et sa chatte. Son défi, les pages du matin. Vous connaissez maintenant, on en a parlé dans le tout premier épisode de La Plume avec Julien Guirbig. Dans une semaine, je veux lire vos retours en commentaire. Ce que vous avez écrit, ce que vous n'avez pas réussi à écrire, ce que vous avez découvert. Tout m'intéresse. Dans le prochain épisode, Fanny Spinetta, comédienne, autrice et feuilleuse burlesque et maman chien. Elle nous raconte l'été qui a tout déclenché pour elle et comment, en étant timide dans la vie, elle est devenue effeuilleuse burlesque. Vous n'êtes pas prêts. Pour recevoir ce podcast une semaine avant les autres, souscrivez à mon Substack. Vous recevrez aussi en exclusivité
les références complètes de chaque épisode, mes impressions et le mot laissé par mon invité. Merci d'être là. Votre histoire mérite d'être racontée. Suivez votre plume.